Donc bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine des métiers d'art, programmée lors des Journées européennes des métiers d'art. Donc déjà, je tiens à remercier particulièrement le Campus des métiers et des qualifications du patrimoine des métiers d'art et du tourisme et la Chambre des métiers de l'artisanat pour l'aide pour trouver des professionnels de qualité donc, qui vont intervenir toute cette semaine. D'un point de vue plus pratique, donc je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes les questions dans le chat et je me chargerai de les relayer aux professionnels. Donc, notre thème, pardon, aujourd'hui sera restaurer des meubles anciens, le métier de marquetier. Et je remercie Madame Marie-Hélène Poisson, marquetière à l'atelier MHP, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Donc nous allons démarrer. Avant de laisser, la parole à madame Poisson, je vais juste faire, parler un petit peu du domaine des métiers d'art en région Centre-Val de Loire. Donc la région est traditionnellement connue pour son patrimoine architectural et naturel, mais elle mérite aussi d'être saluée pour, la diversité et la richesse de ses métiers d'art. Il y a plus de 1000 entreprises qui sont présentes sur le territoire, avec des savoir-faire qui sont connus dans le monde entier. Il y a également 70 formations du CAP au bac pro sur le domaine et également de la formation continue. Donc vous, madame Poisson, quelle a été votre formation pour devenir marketière? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est vrai, une formation un petit peu atypique parce que moi, je suis issue d'une famille de restaurateurs de meubles boules, principalement. Donc, le parcours classique pour mon métier, idéalement, c'est de faire de l'ébénisterie dans un premier temps. Donc, ça, généralement, ça peut se faire à l'école Boulle, à l'école Jacques Brel de Choisy-le-Roi, au choix, mais il y en a bien d'autres, à Revel aussi. Enfin, il y a beaucoup d'écoles d'ébénisterie en France. Donc là, vous faites à peu près 2 ans d'ébénisterie. Ensuite, vous commencez à vous spécialiser. Donc, vous faites de la marqueterie. Donc, moi, j'ai fait de la marqueterie à l'école Boulle. Ma fille a fait de la marqueterie à l'école Jacques Brel. C'est au choix, mais il y en a encore bien d'autres. Donc ça, c'est à peu près sur 2 ou 3 ans en fonction. Ensuite, si vous voulez faire de la marqueterie boule, ce qui est mon métier, vous pouvez aussi peaufiner et faire de la gravure ornementale. Donc ça se fait à l'école Estienne ou à l'école Boulle. Donc là, c'est encore sur 1 ou 2 ans en fonction. Parallèlement à ça, vous avez aussi de l'histoire de l'art, du dessin. Donc c'est vraiment un parcours complet, sachant que pour être un bon restaurateur de meubles en marqueterie boule, il faut en fait une dizaine d'années. D'accord, alors est-ce que vous pouvez spécifier ce qu'est la marqueterie boule justement? C'est, une manière de travailler? C'est, Alors, la marqueterie boule, ce nom vient d'un ébéniste, André Charles Boulle, qui est apparu au XVIIe siècle, 1642-1732, qui est un ébéniste qui n'a pas inventé ce type de marqueterie, mais qui l'a amené à ce summum de perfectionnement. En fait, c'est une marqueterie qui est composée, pour simplifier, principalement de laiton et d'écailles de tortue. Mais on peut trouver aussi d'autres matières comme de l'étain, de la nacre, de la corne de bœuf. Et c'est une marqueterie qui est plaquée sur un support. Et on en trouve sur les meubles du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe. Et aujourd'hui, on fait aussi de la création selon le principe de la marqueterie boule. d'accord. Alors, vous aviez l'air de dire que la marqueterie, c'était un petit peu une histoire de famille pour vous, mais comment est-ce que vous avez choisi de faire ce métier justement? Pour quelles raisons? Eh bien, en fait, personne ne m'a poussée. À 17 ans, un jour, j'ai décidé de faire ce métier. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et j'ai été à l'école Boulle. C'était une autre époque avec un coffret que j'avais découpé pour aller voir Monsieur Pierre Ramon, qui est une sommité qui était une sommité parce qu'il est décédé il y a quelques années dans ce métier, et qui m'a dit Marie-Hélène, vous n'avez rien à faire chez moi, vous savez déjà découper, mais il m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné et que je donnerais à quelqu'un s'il veut faire mon métier, c'est d'aller faire de la gravure, parce que des graveurs ornementales pour la marqueterie boule, il y en a plus. Il y a des graveurs héraldiques, il y a des graveurs qui se retrouvent place Vendôme, mais des graveurs pour la marqueterie, il y en a plus beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat au niveau de l'entrée dans les écoles. Est-ce que c'est une entrée qui est sélective? Oui, à l'école Boulle, il y a un concours. À chaque fois, je crois qu'il y a plus ou moins un concours. Après, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le parcours scolaire, mais après, ma fille aussi a fait l'école Jacques Brel
et l'école Boulle. Donc oui, oui, il faut, c'est sur dossier, oui, clairement, oui. Oui, oui. D'accord. Et alors, quel a été votre premier emploi? Alors moi, j'ai travaillé, directement dans l'atelier familial, D'accord. tout de suite. Après, comme justement je faisais de la gravure et qu'à l'époque, il y avait déjà pas beaucoup de graveurs, bah, j'allais graver dans d'autres ateliers, donc en tant que freelance, ponctuellement pour des grands ateliers parisiens ou pour quelques musées aussi, ça m'est arrivé, au début, de ma formation et je trouve que c'est très important aussi parce qu'il est bon, de pas avoir qu'une image d'un atelier, mais d'aller un petit peu, vadrouiller à droite à gauche pour prendre des idées. Je pense que c'est très, très important. Pardon, j'essayais de remettre mon micro. Nouvelle question dans le chat. Alors, avant d'entrer à l'école Boulle, quel parcours scolaire avez-vous suivi? Ah ben, un parcours, scolaire classique, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il y a rien de spécial, mais je crois qu'on peut à rentrer à l'école Boulle aussi avant le bac et passer le bac à l'école Boulle. Heu, à l'époque, il y avait des EMA, en fait, mais maintenant, je crois que c'est fini. Enfin, voilà, mais bon, moi, étant issue d'un milieu déjà, dans la profession, mon grand-père était ébéniste. Mon grand-père a fait l'école Boulle, il traversait le faubourg Saint-Antoine avec une charrette à bras. Enfin, moi, je suis née dans le métier, donc c'est vrai que j'ai pas quelque part un parcours, assez classique, mais je pense que vraiment le plus important si on fait ce métier, c'est avoir l'envie. C'est le plus important. À partir du moment où on a l'envie, le reste suit. Mais je pense qu'il ne faut pas se cantonner à une seule école. Je pense qu'elles ont toutes des qualités différentes et il faut avoir un horizon assez vaste. Voilà, je pense qu'il faut travailler sur Paris, travailler en province, parce qu'on n'a pas la même image, on n'a pas la même démarche. Je pense que c'est très très important. Il faut essayer de varier les plaisirs. Ma fille, par exemple, a été faire un stage chez un marketeur, chez un ébéniste. Je l'ai envoyée un petit peu partout, alors qu'elle aurait pu très bien rester dans mon atelier. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense qu'avant d'ouvrir son propre atelier, il faut vagabonder à droite, à gauche. Je pense que l'enrichissement personnel est important par rapport à ça. D'accord. Alors vous parliez des endroits, où travailler. Il y a une question dans le chat pour savoir si là, vous êtes actuellement installé en région centre, au Oui, niveau de votre atelier, oui? oui, D'accord. oui. Alors, donc là, c'est votre propre atelier que vous avez donc, qu'est-ce que vous faites, en fait, actuellement dans votre métier? Est-ce que pareil d'avoir son propre atelier, ça entraîne certaines responsabilités ou? Ah bah oui, oui, là, ça entraîne des responsabilités. Donc moi déjà, j'avais mon atelier avant sur Paris, depuis une vingtaine d'années. J'avais repris l'atelier de mon père quand il avait pris sa retraite. Mais je suis arrivée ici dans le Loir-et-Cher et j'ai pu en fait créer l'atelier de mes rêves, entre guillemets. Donc je l'ai conçu à mon image, comme je l'entends. Mais ce que je dis toujours, c'est que c'est vrai qu'un jeune qui veut se lancer dans le métier, c'est difficile parce que il faut quand même beaucoup de matériel. Il y a le problème de l'écaille de tortue qui aujourd'hui est très réglementé, même si maintenant on met des matières synthétiques pour remplacer l'écaille, mais certains clients n'en veulent pas. Enfin, donc l'écaille de tortue, il faut une autorisation. Il faut, si on ne l'a pas, venir faire un stage dans un atelier conventionné comme le mien. Donc, et puis souvent, c'est des meubles, quand ce sont des meubles du 17e, des meubles qui ont une grande valeur. Et c'est clair que le grand collectionneur français ou étranger a du mal à confier un meuble d'une grande valeur à un jeune qui démarre. Ce qui est dommage, hein, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Donc, quelque part, il faut avoir un petit peu de bouteille pour que les gens vous donnent des meubles de grande valeur. Et puis, bah, voilà, il y a toute l'installation, c'est un coût, il faut quand même des matières, des machines, il y a tout un, et puis un système d'alarme pour être bien protégé, enfin, tout un tas de choses qui fait que ça a un coût et que c'est très courageux aujourd'hui de s'installer. Alors au niveau des questions là, quelqu'un demande quels sont vos clients justement?
Alors, ma clientèle, est très variée. Alors, j'ai une clientèle de particuliers, classiques, français, qui vient me voir, pour du 17e et beaucoup de 19e. Et dès qu'on est sur du très beau 17e, j'ai tendance à dire malheureusement, on est sur du client étranger. Alors je travaille, beaucoup avec l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie et les États-Unis. C'est les principaux clients, avec lesquels je travaille et puis quelques institutions, aussi, quelques musées, quelques voilà. Mais bon, le gros de ma clientèle, c'est du particulier et du collectionneur. D'accord et vous, en fait, vous allez chercher les clients ou votre réputation fait que maintenant, ils viennent à vous? Alors, c'est prétentieux de dire ça. Alors, non, je vais pas chercher les clients. C'est vrai que maintenant l'atelier, est là depuis longtemps, donc ils viennent à moi, mais je bouge beaucoup quand même et mon père vous dirait que quand il voit comment aujourd'hui je m'active pour que ça fonctionne, lui, il avait pas besoin de bouger, les clients venaient beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, je dis toujours à ma fille: «Tu peux être meilleur ouvrier de France, si tu restes dans ton atelier, bah, tu vas mourir meilleur ouvrier de France». Aujourd'hui, il faut savoir se vendre. Et c'est là où c'est difficile pour des métiers comme le nôtre. Nous, en tant qu'artisans d'art, on est bien tout seul au fond de notre atelier avec notre musique, dans le silence. Et aujourd'hui, ça suffit plus ça. Si vous restez comme ça, bah, vous allez malheureusement mourir dans votre atelier. Donc il faut arriver à se vendre et c'est vraiment pas là où on est les meilleurs, mais il faut s'exposer. Il n'y a pas le choix. D'accord. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une, journée type, au niveau de l'atelier? Oui, alors une journée type, commence, en moyenne à 8 heures le matin. Ensuite, bah, écoutez, je regarde ce que j'ai à faire et puis je commence à travailler sur un objet. Je travaille jamais sur un seul objet en même temps. Je travaille sur, 2 ou 3 objets. Donc ça se passe comme ça et puis voilà, la journée se déroule comme ça, tranquillement. D'accord. Voilà et puis je fais beaucoup de découpes de marqueterie, voilà, beaucoup de gravures forcément, de prises d'empreintes de marqueterie, j'essaye de varier les plaisirs. En fait, je suis jamais tout le temps sur la même chose. Jamais sur le tout le temps, toute la journée sur la même chose. D'accord et selon vous, quelles compétences, quelles qualités, on doit avoir pour être marquetier? Alors ça, c'est simple, c'est la patience. Il faut être D'accord. patient, rigoureux, passionné, il va sans dire, aimer la difficulté, aimer les objets, voilà, mais je pense que c'est oui, la patience et être rigoureux principalement, oui. Aimer le beau, bien sûr. Mmh. Oui, avoir un sens de l'esthétique quand même, Oui, je pense, oui. Aimer faire du dessin forcément, l'histoire de l'art, ça c'est un tout en fait, c'est un tout. Alors je vais, poser une question qui a été, posée hier sur, le métier de maroquinier également. Alors est-ce qu'il faut savoir dessiner pour être marquetier? Pour faire de la marqueterie, oui, c'est mieux de dessiner. Ma fille, par exemple, je l'ai envoyée en dessin ornemental à boules, ça me paraît impératif et je le vois bien, hein, par rapport à ma fille qui démarre dans le métier, même si elle a toujours été plongée dans ce milieu. Je vois quand elle doit reprendre des dessins, bah, les feuilles d'acanthe ne tournent pas de la même façon que moi et je pense que là, il y a pas de secret. Il faut en faire, il faut en faire, il faut pratiquer. C'est un métier moi je donne des cours de marqueterie aux enfants et aux adultes et je leur dis toujours: «Moi je peux vous donner les clés, mais si vous ne pratiquez pas, derrière il ne se passera rien. Donc si vous pouvez faire un stage de marqueterie de 8 jours ici, c'est très bien, vous allez avoir toutes les clés pour développer ça, mais si vous derrière, vous ne pratiquez pas, eh bien il y aura rien». Donc il faut, faire de la découpe, faire de la gravure et moi souvent les dessins, bah, quand on a un meuble assez sympathique à l'atelier,
moi je pense aussi à ma fille, pour, plus tard, eh bien on prend un calque du dessin. Donc on a pas mal d'archives à l'atelier et c'est intéressant pour nos archives, mais c'est aussi intéressant pour Aurore parce qu'elle pratique le geste et donc elle arrive à comprendre pour faire la différence entre une feuille d'acanthe 19e et une feuille d'acanthe 17e. Même si pour le commun des mortels, bon, elles ont l'air à peu près pareilles, mais en fait, elles ne sont pas pareilles. Alors déjà, le commun des mortels ne sait pas ce qu'est une feuille, d'acanthe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien, en fait, une feuille d'acanthe, je ne sais pas si j'en ai derrière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, vous voyez là, ça c'est des feuilles d'acanthe. Voilà, c'est des D'accord, feuilles. OK. Voilà, c'est ces grandes feuilles. En fait, ça vient de la fleur, de l'acanthe, qui est une plante, voilà, qu'on trouve dans la nature, dans les sous-bois, plutôt qui pousse à l'ombre, qui est une grande feuille, qui fait des grandes brassées de feuilles. Et donc, cette feuille d'acanthe, on la retrouve à travers les siècles. Voilà. D'accord, très bien. Alors il y a, une question dans le chat, pardon, est-ce qu'il faut de grosses machines de découpe pour votre travail? Non, alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je fais pas vraiment de l'ébénisterie à proprement parler, où là, effectivement, il y a besoin de plus de machines, mais au niveau de la marqueterie, vous n'avez pas besoin de grosses machines. Moi, j'ai ma machine à découper. Donc, alors moi, j'ai une sauteuse à arbalète, une machine du 19e, une Guillet. Donc ça, c'est une machine imposante parce que elle a un grand plateau, une grande stabilité qui est vraiment très, très bien. Je dirais que c'est la Rolls des machines à découper. Mais on fait des petites machines Egner que moi j'utilise pour mes élèves. Et ces machines, elles sont suffisantes pour commencer à découper de la marqueterie bois ou un petit peu de marqueterie boule. Après, si on veut vraiment faire que du boule, je trouve que c'est un petit peu fastidieux à la longue. Il y a moins de stabilité. Mais bon, on peut déjà très très bien travailler avec une machine Egner qui doit coûter dans les 600 euros, quelque chose comme ça. Après, oui, il faut une petite machine, un petit ruban, des petites choses, mais on peut avoir du petit outillage et se débrouiller très bien, un établi, sa petite machine à découper, et voilà. Et surtout la volonté et l'envie, je le dis toujours, hein. Et je vois Mmh, vraiment la différence avec mes élèves. Dès que l'envie est là, bah, tout ça coule de source, quoi. Et ça fonctionne très, très bien. d'accord. Alors si, vous deviez nous dire un objet qui représenterait le mieux votre métier, quel serait-il? Un objet, bah, écoutez, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai des gros collectionneurs de pendules et cartels, Louis XIV, Louis XV. Et donc en ce moment, j'ai une quinzaine de pendules, à l'atelier. Donc en ce moment, pour moi, c'est les pendules, en marqueterie boule. J'en restaure beaucoup, 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 beaucoup. Donc avec des incrustations de laiton, d'écailles, des teints, avec de la corne teintée, c'est un petit peu ça aussi. J'ai des belles commodes. J'ai 2 belles commodes en marqueterie boule en ce moment à l'atelier. C'est des belles pièces. Et puis, j'aime aussi les pièces, un petit peu atypiques qui sortent de l'ordinaire, moins classiques, un petit soufflet en marqueterie boule d'époque Louis XIV, ça c'est sympa, un petit pare-feu en marqueterie, voilà, il y aurait pas vraiment un objet, en particulier, mais c'est pas forcément un objet qui aurait une grosse valeur financière, mais qui serait plus rare voilà, sur le plan esthétique. D'accord. Alors, question dans le chat, également, est-ce que vous faites partie d'un réseau de personnes qui font le même métier ou est-ce que c'est plutôt un travail solitaire? Alors, c'est plutôt un travail solitaire et il y en a pas beaucoup qui font le même métier. Alors, il y a beaucoup d'ébénistes qui disent faire de la marqueterie boule, mais à faire que ça, j'en connais pas beaucoup. Alors maintenant que je suis sur Instagram, je vois une jeune femme en Pologne qui fait apparemment que du boule. Peut-être en Angleterre, mais j'ai pas l'impression, ils font pas que du boule. Nous, à l'atelier, on ne fait que de la marqueterie boule, uniquement du boule, uniquement, uniquement, uniquement. Et on a aussi bien du 17e, du 18e que du 19e. Non, il n'y a pas de réseau, c'est plutôt un métier solitaire. Je le déplore assez. Alors moi, je connais quelques ébénistes, mais c'est vrai que ça a tendance à se démocratiser quand même. Mais à l'époque de mon grand-père,
et même de mon père, les ateliers étaient très fermés, c'était à l'ancienne, chacun gardait tout pour soi. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai voulu, ouvrir les cours pour démocratiser un peu, ces métiers très fermés où on meurt avec ses secrets. Et moi, je dis toujours, que je ne peux pas restaurer tous les meubles boules de la terre, et à partir, du moment où il y a de la place pour tout le monde, à partir du moment où on est bon, il y a de la place pour tout le monde. C'est important. OK. Alors, je vais, vous poser la dernière question, puis je vois qu'il y a des questions là qui sont encore en train de se rédiger dans le chat. Quel serait votre plus beau souvenir professionnel? Mon plus beau souvenir professionnel, eh bien, il arrive, je peux pas dire que ce soit une fois, mais je dirais que c'est quasiment à chaque fois. C'est, la tête, du client quand il vient rechercher son objet, et quand ils ont les larmes aux yeux. Et c'est souvent, quand c'est des gens, qui n'ont pas forcément des gros moyens, heu, qui ont, hérité, d'un meuble, familial, et donc ils ont envie de le faire restaurer. Donc pour eux, c'est, déjà un gros budget. Donc ils ont fait un effort, et quand ils viennent à l'atelier et qu'ils voient le résultat et que je vois les larmes dans les yeux des clients, ah bah ça fait un bien fou, quoi. Donc là, on est Mmh. reparti, hein. C'est vraiment, et ça, c'est très, très souvent. Et si c'est pas à chaque fois, alors moi, je fais un petit dossier, pour les clients. Je mets le meuble avant, je fais pendant la restauration et après. Parce que parfois aussi, les gens ont tendance à oublier comment était l'objet. Donc là, mais non, c'est vraiment les larmes dans les yeux des clients quand ils viennent récupérer leur objet, ça fait toujours, extrêmement plaisir. C'est gratifiant, oui. Oui, j'imagine bien, effectivement. Beh, écoutez, merci beaucoup madame Poisson d'avoir accepté de, Merci. vous, plier à cet exercice, de, petite, interview pour parler de votre métier. Merci. Vraiment merci, c'était très intéressant et voilà, je vois qu'il y a, également, des remerciements dans le chat, en disant que c'est un très beau métier que vous faites. C'est le plus beau Donc métier du monde, ah beh, j'ai oui, mais tendance à dire. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. La joie que j'ai et que j'espère pour tout le monde, en fait, c'est de moi, quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Moi, souvent, je peux, si j'ai quelque chose à faire, bah, je suis dans mon atelier le dimanche, et puis, le week-end, je vais chiner. Bah, je pense à ce que je vais pouvoir trouver, si je peux trouver des petites clés anciennes pour mon métier, des plaques de nacre sur des coffres, qui sont pas très beaux, mais qui vont me servir dans mon métier. En fait, au pied de ma table de chevet, bah, j'ai un paquet de bouquins, qui traitent de mon métier encore et toujours. En fait, on s'en sort pas, quoi. Et on n'a jamais appris. Et c'est ça, c'est vraiment une grande chance. Et moi, j'ai l'impression d'apprendre toujours. Et loin de moi, l'envie de dire, mais je sais tout, je suis le grand Manitou de la marqueterie boule. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que plus j'apprends, plus j'ai encore envie d'apprendre, et plus j'ai besoin de savoir et d'aller gratter dans les musées. C'est sans fin. On n'a jamais, fini d'apprendre. très bien. Bah, ça sera, notre mot de la fin. Et donc, je vous rappelle à tous, en tout cas, que vous pouvez retrouver différents replays sur le domaine des métiers d'art, donc, sur notre plateforme, pardon, orientation-métier et donc, notamment le métier d'horloger, le métier de maroquinier et demain, nous terminerons, la semaine avec les métiers de tapissier, d'ameublement et de sellier. Donc une nouvelle fois, merci encore madame Poisson et Merci, bonne continuation. merci, au revoir. Au revoir.